4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 32 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Au programme, le booking complet du mois de mars 2007. On s'était laissé lors de la dernière vidéo, et bien sur AEW Revolution numéro 3, notre WrestleMania à nous. Ça avait accouché, on va pas se le cacher, d'une fin un peu cheap avec Kevin Nash qui avait défait Steve Austin par DQ parce que Steve Austin avait pété un plomb sur Kevin Nash. L'arbitre Earl Hebner qui avait prononcé une disqualification et donc une victoire de Kevin Nash, et puis derrière Austin qui pète complètement un plomb, qui va mettre un stunner en fin de match bien sûr à Kevin Nash, et puis derrière bien sûr un stunner aussi sur Paul Heyman, le président, le general manager de cette All Elite Wrestling. On a eu également le retour de Bryan Danielson qui a coûté à Super Dragon le titre TNT face à Bobby Roode. Pas mal d'intrigues qu'on va faire évoluer et bien plus. Vous le voyez, j'ai également contenté tout le monde puisque j'ai donné un petit peu des pots de vin aux catcheurs qui faisaient la gueule. J'ai dépensé 58 000 dollars, voilà, pour enlever les moral issues. Voilà, on a un petit peu d'argent, on a fait le bilan financier lors du dernier épisode, 23 127 dollars de bénéfices, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Au niveau de la production, vous savez aussi qu'on a tout augmenté, que ça soit au niveau de l'expérience du live event, au niveau de la qualité du broadcast et également au niveau de nos musiques d'entrée, donc on va payer un petit peu plus cher aussi, mais c'est pas grave, ça permettra d'augmenter la qualité du produit et pourquoi pas d'augmenter notre importance et notre popularité dans les diverses régions des États-Unis. On va faire nos shows cette semaine du côté du Midwest, enfin cette semaine, même ce mois-ci du côté du Midwest, en espérant que le Mid-South, que le Northwest, que le New England soit touché aussi par tous ces bons shows que l'on va programmer ce mois-ci. On va tout de suite se rendre dans les backstage, bien sûr, de AEW Dynamite, premier du nom en ce mois de mars 2007. Colt Cabana travaille ailleurs cette semaine. Je ne sais pas si j'avais vraiment besoin de lui, mais en tout cas, on va être obligé de faire sans sa présence cette semaine. Des incidents backstage rating à 100%, ça clignote rouge, on y va. Que s'est-il passé? Incident impliquant Nicky Rocks et Ted DiBiase Senior. Ça, c'est forcément la cour des catcheurs. Nicky Rocks amené devant la cour des catcheurs accusé d'avoir oublié de serrer la main à un autre worker, et forcément, ça a mis le locker room en tension et le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence est de payer à boire pour tout le monde après le show. Voilà, tout va très bien, elle améliore pas pour son comportement, mais c'est pas grave, incident bien traité, c'est vintage. Merci mon petit Ted DiBiase. On se retrouve bien sûr pour le débrief du show, je book ça de mon côté et puis on en parle juste après. Emo Kansas City Municipal Arena, 6243 pèlerins, c'est le lieu de notre premier AEW Dynamite du mois de mars 2007 et vous le voyez, on commence par une note parfaite, une bonne grosse note de 100. On n'avait jamais fait ça pour un segment, ça y est, c'est désormais fait avec Steve Austin et Paul Heyman qui ouvrent le show. Steve Austin, le bris de glace, les fuck à tout le monde, le public qui est debout, qui scande des chants en don d'Austin. Steve Austin, il est piste. Steve Austin, il est vraiment vénère parce que à Révolution, comme d'ailleurs du côté de Blood and Guts au mois de novembre dernier, il se sent floué au mois de novembre, il le dit, il le répète. L'arbitre a prononcé un arrêt, un stoppage parce que
selon lui, Steve Austin ne pouvait plus continuer. Et puis là, ce même arbitre, Earl Hebner, le disqualifie parce que Steve Austin a peut-être un petit peu dépassé les bornes, mais pas beaucoup plus. Face à Kevin Nash, il se sent floué. Il demande des explications à Earl Hebner. Il invite Earl Hebner, notre arbitre expérimenté, eh bien, à monter dans le ring et lui donner une explication. Earl Hebner est prêt face à la foule qui le boue, qui le hue. Earl Hebner est prêt à expliquer à Steve Austin pourquoi, mais Austin ne va pas lui laisser le temps. Stunner sur Earl Hebner, le public debout qui est complètement fou, et Paul Heyman qui va mettre fin au massacre. Paul Heyman qui va interpeller Steve Austin en lui disant que, eh bien, lors de Révolution, il y a quelques jours, il a osé s'en prendre à Paul Heyman qui arrive avec une Minerve, le président, le general manager de la All Elite Wrestling, et que cette action plus celle qu'il vient de faire là à l'instant en mettant ses mains sur un officiel ne pouvait pas être impunie. Il suspend Steve Austin, les marshals arrivent, conduisent Steve Austin menotté jusqu'à la voiture des marshals et emmènent Steve Austin bien évidemment pour répondre de ses actes. Le public bien sûr est complètement dépité, boue bien sûr et hue Paul Heyman. Bref, Steve Austin est suspendu par Paul Heyman pour une durée indéterminée. Désormais, notre ami Kevin Nash n'a plus vraiment de challenger attitré. Performance énorme de Steve Austin, performance énorme de Paul Heyman. Le show débute très bien, tu m'étonnes, une bonne note grosse de sang, c'est clairement parfait pour débuter. Derrière, Jazz face à Chantel Taylor. Et oui, Jazz qui a conservé son championnat féminin de la All Elite Wrestling lors de Révolution il y a quelques jours. Victoire face à Becky Bélez et face bien sûr à Natina Haidar, tombée de Jazz sur Becky Bélez avec quand même les pieds dans les cordes et puis une main qui a retenu quand même la culotte au moment du tombé. L'arbitre s'en est pas rendu compte, mais la Jazz semble transformée puisque dans un match de descend, elle va défaire l'ami Chantel Taylor en 5 minutes 52 via pinfall avec le Jazz Stinger complètement clean. Ouais, complètement clean. 52 de performance in ring pour Jazz, 35 de Chantel Taylor. Et derrière, ce qui va être très intéressant, c'est que Jazz va faire un statement en disant voilà, tout le monde me critique par rapport à ce que j'ai fait lors de Révolution, oui, elle a gagné, mais elle a triché, des tactiques un petit peu douteuses qui sont pas forcément très réglementaires. Mais le Jazz là, bah, quelque part, ferme la bouche de tout le monde. Elle a réussi à gagner par elle-même, et plutôt face à Chantel Taylor quand même, qui avait un petit peu de momentum ces dernières semaines. Mais Becky Bélez, elle a toujours un petit peu des affaires à régler avec Jazz. Elle lui dit c'est bien, t'as gagné ton match face à Chantel Taylor, super, mais toi et moi on n'en a pas vraiment fini. Et Jazz lui dit je t'ai battu, c'est bon, le titre maintenant il est sur mon épaule, toi t'es back of the line comme Natina Haidar. Et Becky Bélez lui dit pas de soucis, le titre m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de redorer un petit peu mon image, redorer mon blason, parce que voilà, j'ai beaucoup été humilié ces dernières semaines. D'ailleurs tu t'as un petit peu joué aussi de mes malheurs, et c'est vrai que j'ai vu quand même que c'est notamment du côté de la Révolution, t'avais gagné par une tactique un petit peu douteuse, mais surtout que t'avais envie un petit peu de me déshabiller, j'ai l'impression. Est-ce que t'as envie de me voir un petit peu plus avec mes attributs, Jazz, parce que t'étais à deux doigts de m'enlever ma culotte sur le dernier pay-per-view. Est-ce que toi et moi dans un Brian Pettis match, ça pourrait pas se faire, tu vois, le public est chaud, le public aimerait voir ça, avec Kibélès en petite tenue dans un Brian Pettis match, ça serait pas mal. Et Jazz forcément qui se veut désormais, on le dit, on le répète, la successeur, quelque part, de Jacqueline Moore, va bien sûr refuser, disant que c'est pas de son niveau, et puis surtout que c'est pas dans l'intérêt de la championne de discréditer comme ça. On n'en saura pas plus. Jazz qui apparemment n'a pas fait un super boulot pour aller en dehors du script. En revanche, Becky Bélez a fait un job incroyable pour aller en dehors de ce script et pour interagir avec la foule. On verra comment tout cela va se poursuivre dans les semaines à venir. Pas encore. Derrière, les Briscoes face à The Nest. Très bonne note, 67 de rating. Les champions qui ont conservé leur ceinture, on le rappelle, du côté de Révolution, qui font face aux Briscoes. Match plutôt décent, que The Nest, bien sûr, voit remporter face aux Briscoes en 9 minutes 10, quand Tyler Black va défaire Mark Briscoe via pinfall avec le cross-crew 450 splash, 67 de rating. C'est parfait, toujours des excellentes chemistry un peu partout. 34 de performance pour Jay, 31 pour Mark, 67 pour John Moxley, 74 pour Tyler Black. Ces deux garçons ont clairement passé un cap. Axel Rotten contre Travis Fimmel. Et oui, les deux équipes se sont fait face, les Broughton Brothers contre les Young Wolves. Victoire des Young Wolves du côté de Révolution avec, on va pas se cacher, l'intervention de Maryse, histoire de pas discréditer tout ce beau monde. Et là, Axel Rotten, la bagarre, il a envie
d'aller à la collision avec Travis Hummel, et dans un match descend, Travis Hummel va défaire Axel Rotten en 6 minutes 32, là encore avec l'intervention de Maryse. 51 de rating, 34 de performance in-ring pour Axel Rotten, 56 pour Travis Hummel. Il est en train de faire des performances aussi Travis Hummel qui sont très très intéressantes. Derrière, on calme un petit peu tout ce beau monde avec du cul et encore du cul, Rena Mero qui fait un petit striptease. Ah oui, en fin de show, là, se déshabille, elle se change, bref, on se rince du côté du public de la All Elite Wrestling. Et enfin, le main event qui nous fait un énorme 78 des familles, El Jericho face aux Teen Idols. Et oui, ils étaient tous les deux dans le match de championnat, par équipe face à The Nest, ils ont tous perdu. Les Teen Idols et notamment Mike Barton s'est pris le tombé par Tyler Black. Et là, dans un match, par équipe, 1 contre 1, on se retrouve avec El Jericho contre les Teen Idols et dans un match bon. Oui, parce que c'est défini comme tel, 78 en même temps, ça aurait été difficile de dire autre chose. El Jericho va défaire Teen Idols en 15 minutes 52 quand Kevin Steen va défaire Mike Barton via pinfall avec le package pin driver. Victoire complètement clean. Les El Jericho, Kevin Steen et El Generico remportent une victoire de prestige face aux anciens champions. Et oui, incroyable, toujours des très bonnes chemistry, 66 de performance in-ring pour Kevin Steen, 46 pour El Generico, Keith James c'était 80, 64 pour Mike Barton. La nouvelle génération prend le pas sur l'ancienne, victoire d'El Jericho qui peut-être va se replacer plutôt bien pour la suite, notamment par rapport à ce qui se passe dans la compétition par équipe et 69 de rating. Les fans apparemment déçus que les storylines n'avancent pas. C'est vrai qu'on n'a pas avancé la storyline avec notamment les Money Mines, mais on fait quand même un 69 sympa et surtout une popularité qui s'améliore dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Jay Briscoe qui se plaint de son momentum qui est on the shot, effectivement, c'est pas faux, il perd pas mal de matchs, on va essayer de remédier à ça même si c'est pas forcément ce qui est le plus important pour moi ces prochaines semaines. Un TV rating de 0.19, on va tout de suite aller voir ça de manière un petit peu plus précise, 0.19, 146 000 viewers, et oui quand même, c'est pas mal. On avait fait combien pour Revolution? 148 000, ouais, bon. Effectivement, c'est un petit peu moins bien, mais c'est normal. Le show est beaucoup moins qualitatif. Et puis, voilà, c'est normal. On a aussi essayé de mettre en avant d'autres personnes. On n'a pas vu le champion TNT, on n'a pas vu non plus le champion du monde durant cet épisode. Rassurez-vous, on les verra dans les prochaines semaines, notamment dans les shows que l'on va booker. Ce mois-ci, je vais bien sûr passer les jours. S'il y a des informations croustillantes, et bien sûr, je vous communiquerai ces informations que je juge importantes. Sinon, on se retrouve dès les backstage du prochain WWE Dynamite pour traiter des incidents backstage s'il y en a, sinon on se retrouve directement pour un medal histoire de créer des affinités encore un peu plus prononcées avec certains lutteurs. De retour au Emo Kansas City Municipal Arena devant 6323 pèlerins. Et oui, initialement on était censé se retrouver dans les backstage. Pas d'incident rapporté cette semaine et quand même 98% de backstage rating. Donc je me garde mes medals au cas où le backstage rating baisse plus tard dans la partie, ce que je ne souhaite pas parce que à ce moment-là je pense qu'on en aura beaucoup plus besoin que maintenant. Donc on se retrouve directement pour le segment d'ouverture de ce deuxième AEW Dynamite du mois de mars 2007, vous le voyez, Tammy Lynn Stitch est présente et elle interviewe Kevin Nash qui est, je le rappelle, le toujours champion de la All Elite Wrestling. Kevin Nash qui se félicite dans cette interview accordée à Tammy Lynn Stitch que Paul Heyman ait pris la bonne décision par rapport aux agissements de Steve Austin qui était plus que limite ces dernières semaines. Il avait déjà demandé à Paul Heyman de le suspendre il y a bien des mois de ça et là Paul Heyman a enfin à ce moment-là, alors qu'il y avait le feu, décidé de jouer le pompier et de rapatrier Steve Austin chez lui pour une durée indéterminée. Pour ça, il est très content. En revanche, il est furieux par rapport au fait que The Nest ne soit pas venu le secourir lorsque l'ami Steve Austin l'a attaqué après le match et lorsque l'ami Paul Heyman s'est fait démonter la gueule à coups de stunner par Steve Austin, puisque, on le dit et on le répète, Tyler Black et Jon Moxley ont été mis sur le devant de la scène par Kevin Nash. D'ailleurs, il le rappelle dans cette interview et il aimerait bien quand même qu'il n'oublie pas non plus Kevin Nash dans l'affaire, puisque Kevin Nash les a aidés. Il attend en retour la même chose donc de Tyler Black et de Jon Moxley, ce qui n'a pas été le cas. Donc Kevin Nash est particulièrement furieux après ses acolytes de The Nest. Tammy Lynn Stitch fait un super boulot, bien sûr, d'improvisation. Elle va super bien en
dehors du script. La qualité de l'announcement était bon, le couleur commentary a fait le taf. Kevin Nash a performé plutôt bien dans ce segment et la storyline d'Archangel avance grâce à ce segment sans gagner de hit puisque ce n'est pas rapporté. Derrière, Becky Belair va faire face à Daphne, match qui est quand même défini comme étant bon avec un petit peu de hit. Et oui, un Brian Pillman match face à Daphne. Et après 5 minutes 41 de combat, Daphne va être déshabillée par Becky Belair, 58 de rating. Elle va filer la culotte, le soutif au public, tout le monde va être content. Bref, 74 de performance in-ring pour Becky Belair, elle est très à l'aise dans ce genre de match, beaucoup plus que dans le in-ring où elle fait des notes assez dégueulasses. Et Daphne fait quand même une performance de 53, victoire de Becky Belair. Toujours pas. Derrière, Travis Fimmel, Mike Mizanin et Maryse vont arriver dans le ring et faire de l'auto-promo. Et ouais, ils ont gagné leur match à Révolution. Voilà, Travis Fimmel il a encore battu Axel Rotten la semaine passée. Bref, c'est les leaders de la nouvelle génération. Et ils en ont marre de voir des mecs comme El Jericho, des mecs comme The Nest, avoir les paillettes, avoir l'attention, avoir la spotlight. Eux aussi, désormais, ils veulent avoir un petit peu d'importance. Et puis, pourquoi pas penser aussi au titre. Seulement, ils vont être interrompus par Axel Rotten et Yann Rotten, des frères Rotten, qui l'ont un petit peu mauvaise, hein, parce que c'est vrai que lors de Révolution, Travis Fimmel et Mike Mizanin, ils ont profité de l'intervention de Maryse, et Travis Fimmel la semaine dernière a profité également de la même intervention de Maryse pour battre Axel Rotten, et il le dit sans cette je vais pas dire le mot, ça commence par un P et ça finit par un E, et t'aurais pas réussi finalement à remporter les matchs, hein, voilà. Et là, la seule chose que vous avez gagné et que vous méritez, c'est nous qui vous bottons le cul dans un match d'hommes, sans véritablement de restrictions, et puis surtout là où vous ne pourrez pas vous échapper et puis compter sur Maryse, bien sûr, et forcément Axel et Yann Rotten proposent à Travis Fimmel et à Mike Mizanin un combat hardcore. Travis Fimmel, Mike Mizanin, ils se regardent, on est des good looking guys, on est des beaux gosses, on est les leaders de la nouvelle génération, on va pas rentrer dans vos trucs de hardcore, donc ça nous intéresse pas. Et Maryse, qui se sont un peu insultés, veut que ses compères, que ses garçons la défendent un petit peu et accepte là tout de suite le challenge des frères Rotten pour que Travis Fimmel et Mike Mizanin la vengent un petit peu parce qu'elle a pas trop aimé se faire traiter de fille de la plage par ces deux gros balourds que sont Axel Rotten et Yann Rotten. Donc le match, bien sûr, va suivre alors que la gimmick de Mike Mizanin est toujours au full. Match qui suit, qui nous fait un 48, plutôt décent, plutôt sympathique, d'ailleurs c'est défini comme tel, où les Young Wolves vont défaire les Rotten Brothers dans ce match 2 contre 2 hardcore après 9 minutes 54 lorsque Travis Fimmel va défaire Yann Rotten via pinfall. Voilà, petite storyline qui n'en était pas vraiment une entre les Young Wolves et les Rotten Brothers, victoire donc des Young Wolves qui gagnent la pseudo-rivalité. Voilà, même dans le terrain des Rotten Brothers, ils arrivent quand même à être supérieurs, 48 de rating. Travis Fimmel qui fait une performance de 55, ce qui est plutôt bien. Mike Mizanin qui se rapproche des 40, 40 et 41 pour les frères Rotten, Mike Mizanin qui fait apparemment du mauvais boulot avec sa gimmick et Maryse qui elle par contre fait du bon boulot. Ringside, victoire donc de l'équipe de la nouvelle génération, les Young Wolves, Mike Mizanin et Travis Fimmel. Oui, je me doute. Travis Fimmel, ça le dérange pas, lui, de faire des matchs hardcore, il s'en fout, pourquoi pas. Vas-y, je fais ce que tu me demandes, y a pas de souci. Derrière, le retour de la bande des Moneymans. Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, Tommaso Ciampa, James et Barbara Keenan. Oui, ils sont là pour d'abord féliciter Bobby Roode qui a, on le rappelle, battu Super Dragon la semaine passée. Eh oui, du côté de la Révolution, pour conserver son titre, on fait absolument pas état de l'intervention de Bryan Danielson qui a permis à Bobby Roode de conserver la ceinture. Voilà, Bobby Roode, il est beau, il est grand, il est magnifique. Seulement, ils vont se faire interrompre par Terry Funk et Colt Cabana. Terry Funk, le nouveau manager de Colt Cabana, et oui, il l'a pris sous son aile. Et les gars, c'est bien là, ce que vous faites, super, magnifique. Maintenant, c'est bien de se faire mousser, mais c'est aussi peut-être bien de penser à l'avenir, parce que vous n'avez pas non plus regardé le passé, ça vous le faites beaucoup. Ça serait quand même peut-être intéressant à un moment donné de donner une opportunité à un mec qui mérite. Colt Cabana, ça peut être le prochain challenger. Il a battu du monde, et notamment tes deux bras droits, là, Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, Tommaso Ciampa, James Keenan, ils ont perdu contre Colt Cabana. Et Ted DiBiase Senior qui dit, attends, ils l'ont pris de haut, ils l'ont pas pris au sérieux, ça a été une fluke victory, comme diraient les Américains, des victoires un peu trompe-œil. Donc, non, l'ami Colt Cabana ne mérite certainement pas une opportunité face à Bobby Roode. Et Terry Funk interpelle à ce moment-là Ted DiBiase Senior et propose un pacte. Le pacte est le suivant, lui
Terry Funk et Colt Cabana face à Tommaso Ciampa et James Keenan pour prouver que la victoire de Colt Cabana ces dernières semaines n'est pas a fluke victory, pour que ce dernier puisse avancer, pourquoi pas, dans la course au titre face à Bobby Roode. 50 de rating, Ted DiBiase senior qui improvise parfaitement bien. La performance de Bobby Roode a été très bonne durant ce segment. Tommaso Ciampa qui a moins bien performé. Bon, James Keenan c'est pareil. Colt Cabana il sait toujours pas ce qu'il fait là. Rien de rapporté sur Barbara Keenan qui a une rôle de petite plante sympa, un pot de fleurs. Bref, la storyline avance, mais perd un petit peu de la hit. C'est pas grave, on saura bien sûr en regagner, vous vous en doutez. Derrière, Tyler Black et Jon Moxley sont backstage et ils prennent pas bien, surtout Tyler Black, la petite pique de Kevin Nash. Kevin Nash, là, il les a un peu tapés sur la promo, il s'est un peu payé leur gueule et ça leur a pas trop plu. Et c'est le moment que choisit Orange Cassidy, qui, dans la storyline, est un fan, et il demande si Tyler Black et Jon Moxley, les champions par équipe, auraient la gentillesse de signer un autographe et de prendre une photo avec son petit frère. Ils étaient venus il y a quelques mois de ça, et puis ils auraient eu la chance d'accéder au backstage, ils avaient gagné un tirage au sort, et ils n'avaient pas pu, malheureusement pour le petit, voir Tyler Black et Jon Moxley, qui étaient ses idoles. Voilà, qui sont d'ailleurs toujours ses idoles malgré leur changement de comportement. Donc Orange Cassidy retente sa chance, il a à nouveau regagné un tirage au sort, enfin bref, le mec est chanceux, il faudrait qu'il joue au loto, peut-être qu'il gagnerait quelques millions, et Tyler Black et Jon Moxley, voilà, sont présents face à Orange Cassidy, et Orange Cassidy leur demande si, voilà, cette fois-ci, il pourrait, parce que le petit est là et qu'il les a en visu, pourrait prendre une photo et ce fameux autographe. Et Tyler Black et Jon Moxley, dans un regard sombre, qui va durer 2-3 petites secondes, vont derrière décider d'attaquer Orange Cassidy et le passer à tabac, le balançant dans une caisse, vous savez, les fameuses caisses où il y a le gros matos, et puis derrière, en finissant sa course, dans une poubelle. Voilà, Tyler Black, Jon Moxley qui se sont acharnés sur Orange Cassidy, qui ont fait passer leur frustration par rapport aux propos de Kevin Nash sur le pauvre Orange Cassidy et le pauvre gamin, le frère d'Orange Cassidy qui est faible, qui se pose un petit peu des questions et qui va juste prendre en photo l'action. Voilà. Comme ça, il pourra peut-être la mettre sur internet, ça deviendra peut-être viral plus tard. La gimmick de Orange Cassidy, Comic Book Hero, ça marche pas du tout, c'est au full. Bon, c'est pas très grave, pour ce qu'on va en faire pour l'instant, c'est pas forcément le plus important. Mais ça aura quand même une importance plus tard, vous l'aurez compris. Enfin, je pense que vous le comprenez. Parce qu'on ne fait absolument rien par hasard, vous le savez, dans cette fédération. Et puis enfin, le main event. Samoa Joe face à Bryan Danielson. Et oui, Bryan Danielson, qu'on avait fait son retour du côté de Révolution il y a une dizaine de jours de ça, qu'il a fait son retour in-ring de manière officielle. Il affronte Samoa Joe, The Submission Machine. Et finalement, Bryan Danielson, dans un match exceptionnel, va défaire Samoa Joe dans un match très compétitif, 15 minutes 34 via pinfall, avec le Dragon Suplex, match remporté complètement clean, ça nous fait un gros 78 des familles. Samoa Joe fait une performance ring de 85, Bryan Danielson 78, toujours une excellente chemistry entre Samoa Joe et Bryan Danielson. Bien sûr, on fait pas une note trop élevée qui passe les 80 parce que, eh bien, on le sait, ce n'est pas un match associé à une grosse storyline, une victoire de Bryan Danielson qui fait son retour avec un gros impact face à un compétiteur quand même très assidu et très performant comme Samoa Joe. 71 de performance globale sur ce show, ça nous permet d'améliorer notre popularité dans les 16 régions où nous sommes pour l'instant diffusés. Beaucoup de nouvelles post-AEW Dynamite, vous le voyez, ça s'affiche sur mon dashboard. Nikki Rocks qui a priori s'est relocalisé dans les Grands Lacs, grand bien lui fasse. Samoa Joe, son contrat qui se termine, je vais bien sûr le reprolonger. James Keenan qui se plaint, il pense qu'il pourrait être mieux que le push que je lui ai assigné, on va tout de suite voir ça. Au niveau des TV ratings, on a 0.20, donc soit 0,01 point de plus que les semaines précédentes. Et Bryan Danielson qui nous dit que James Keenan va devenir une star par rapport à son opinion, il faut le pousser vraiment parce que le garçon peut faire quelque chose de bien. Alors déjà, on va tout de suite regarder James Keenan et ce qu'il souhaiterait être du côté de notre fédération à la All Elite Wrestling. James Keenan, c'est un H-Man Talent où il est au moins à lower mid-carder. Et oui, ça paraissait quand même logique, le garçon fait quand même des progrès. Il a pris de la popularité aussi avec son exposition avec Bobby Roode et bien sûr l'ami Ted DiBiase Senior. Ça se voit quand on l'avait pris sous notre aile, il y avait pratiquement zéro de popularité. Au niveau du show history, oui, c'est quand même important d'aller faire un petit tour avec ça. On est à 0.20
de TV ratings, donc 154 400 viewers, beaucoup plus que la semaine passée, et puis on reste dans les mêmes eaux que la semaine dernière au niveau de la tendance dans les gradins. On va aussi, sans plus tarder, ça je vais le faire en direct, comme ça vous voyez un petit peu les coulisses, Samoa Joe qui est très heureux dans notre fédération, et on va tenter de le reprolonger au sein de notre All Elite Wrestling. Il accepte bien sûr 2840$ par show. Bah tiens, si on pouvait essayer de lui baisser un petit peu la casque, genre 2750, ça pourrait être pas mal, hein, on gagne un petit peu d'argent, même si bon, on peut se permettre de le payer un petit peu plus, mais c'est pas grave, c'est histoire de dire, on va lui proposer ça sur un an, trajet non couvert, est-ce qu'il accepte? Oui, il accepte, on rend le contrat officiel et bien sûr, il nous répondra dans les prochains jours. En parlant de prochains jours, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, contrat de négociation avec Yann Rotten, mais ça il va me répondre très prochainement. En parlant de prochains jours, on se retrouve bien dans les jours prochains et pourquoi pas dès AEW Dynamite, troisième du nom en ce mois de mars 2007. Si d'ici là, il n'y a pas de nouvelles croustillantes, bien sûr, s'il y en a, je passerai pause et je vous les communiquerai histoire que vous ne ratiez rien de bien croustillant. On se retrouve tout de suite. On se retrouve dans les backstage du troisième AEW Dynamite du mois de mars 2007. Pas de news vraiment très croustillantes ces dernières semaines écoulées. Donc du coup, on est dans les backstage de ce troisième AEW Dynamite du troisième mois de l'année. Et on va bien sûr traiter les incidents parce qu'il y en a toujours un backstage de 100% de rating. Les locker room incidents, quels sont-ils? Incident impliquant Colt Cabana. Alors ça, normalement, ça devrait être plutôt positif. Oui, a priori, il a organisé un tournoi de jeux vidéo et il l'a gagné. Merci mon petit Colt Cabana qui doit être heureux d'être pourquoi pas dans le début de Spotlight pour le titre TNT. Puis Justin Credible, Ted DiBiase Senior, on sait que c'est la cour des catcheurs. Justin Credible qui a été amené devant la cour des catcheurs, accusé d'avoir pris ses partenaires de trajet en retard. Le juge Ted DiBiase l'a rendu coupable et sa sentence est de payer bien sûr les trajets de ses partenaires pour les 3 prochains shows. Il améliore aussi son comportement, ce qui est plutôt bien. On va bien sûr booker le show, je fais ça de mon côté et puis on se retrouve juste après bien sûr comme d'habitude pour en débriefer. De retour au MO Kansas City Municipal Arena devant 6924 pèlerins comme pour les 3 derniers shows donc de cette vidéo. Ça va peut-être devenir notre arena mère dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains mois du côté du Midwest. Vous le voyez, on commence bien le show avec un rating dans le vert 73. Ça ouvre le show de manière assez sympathique, on va pas se le cacher, il y a du beau monde. Vous voyez les protagonistes qui s'affichent à l'écran. Tammy Stitch est dans le ring avec Bryan Danielson qui a fait son retour la semaine dernière et forcément Bryan Danielson va nous parler de sa victoire face à Samoa Joe. Il nous dit qu'il a réalisé ce que personne ne pensait possible, battre Samoa Joe, faire un square au milieu du ring, tomber 1, 2, 3, c'est pourtant ce qu'il a fait et il s'en félicite et désormais il veut aller plus loin parce que Bryan Danielson voit plus loin, désormais il veut un titre autour de ses hanches. Et en parlant de titre, il y en a un qui a gros sur la patate, c'est Super Dragon qui a justement perdu un titre face à Bobby Roode à cause, le titre TNT, à cause de Bryan Danielson, et oui, de son intervention. Et d'ailleurs, Super Dragon va interpeller Bryan Danielson avec pas mal de noms d'oiseaux au départ, en lui disant que son retour officiel, il l'a fait la semaine dernière, mais son retour de Jackass, il l'a fait à Révolution, lui coûtant le titre face à Bobby Roode, titre de la TNT, qu'il était à ça de gagner et qu'il aurait remporté si Bryan Danielson n'avait pas mis son nez dans son business. Et forcément, Super Dragon veut désormais les mains sur Bryan Danielson. Et Bryan Danielson le calme un petit peu, lui dit: t'as l'air bien énervé, je pense que c'est mieux que tu te calmes. Je vois ce que tu me reproches, encore une fois, tu t'es battu et t'as perdu. Et c'est ce que tu faisais de mieux ces dernières semaines, ces derniers mois. Souviens-toi quand tu étais en équipe encore avec moi, quand on était champion par équipe, on perdait, mais avec les honneurs. Et là, t'as perdu avec les honneurs. Qu'est-ce que tu veux me reprocher? Tu pensais vraiment que moi, j'allais te laisser gagner un titre avant moi, toi le loser de notre équipe, toi le loser de notre team? Certainement pas, tu ne mérites pas d'avoir un titre TNT autour de tes hanches. Alors maintenant tu veux m'affronter, pourquoi pas, mais il va falloir prouver ton point. Parce que moi je suis Bryan Danielson, j'ai battu Samoa Joe fair and square. J'ai réalisé ce que personne n'aurait pensé possible. Alors bien sûr Samoa Joe a déjà été battu fair and square, mais tu vois on essaie de monter le truc. Et tu n'es pas à mon niveau, tu ne mérites pas d'avoir un match contre moi. Et Super Dragon challenge ce soir Samoa Joe. Et s'il bat Samoa Joe, forcément veut son match one-on-one face à Bryan Danielson pour faire ravaler les dents à son ancien
partenaire Tammy Stitch, a priori qui n'a pas été très bonne pour aller en dehors du script. En revanche, elle s'améliore à sa gimmick. Bryan Danielson qui a fait un super travail en revanche. Super Dragon, lui en revanche, était peut-être un petit peu moins à l'aise, alors que d'habitude il a des performances au micro beaucoup plus intéressantes que Bryan Danielson. En tout cas, le segment a parfaitement débuté le show et la storyline Danielson contre Dragon débute avec ce segment. Derrière, les Rotten Brothers vont faire face à El Jerry KO, et dans un match plutôt décent que j'ai mis d'ailleurs en style de show, et j'aurais peut-être pas dû, parce que c'est vrai qu'aller justement en all-out, c'est un petit peu ce qui peut mettre de la pression à certains lutteurs, surtout quand les lutteurs n'ont pas l'habitude de le faire, et puis surtout quand ils n'ont pas forcément les capacités in ring de le faire. Donc c'était une erreur de ma part. Je pense que si je l'avais mis en storytelling ou en régular, j'aurais fait une note un petit peu meilleure, mais c'est pas grave, j'apprendrai de mes erreurs pour le futur. El Jerry KO qui vont bien sûr défaire les Rotten Brothers, excusez-moi, petit rototo, en 11 minutes 58, quand El Generico, et oui, il va faire le tomber pour une fois, face à Axel Rotten, via pinfall avec le Branchasta. Ben, voilà, j'arrive pas à le traduire, vous pouvez essayer hein, la traduction et la prononciation de ce Branchasta, hein, comme vous voulez chez vous, devant l'écran. 44 de rating, en tout cas de performance in ring pour Ian Rotten, 37 pour Axel, 52 pour El Generico et 64 pour Kevin Steele. Victoire donc de l'équipe de Face de la nouvelle génération qui prennent encore un peu plus de momentum et qui continue d'avoir des victoires après celles obtenues face aux Teen Idols dans le premier show et le main event du premier AEW Dynamite de ce fameux mois de mars qu'on est en train de booker dans cet épisode. Derrière, George Frankenstein et Reyna Mero ainsi que Becky Belair vont faire un bikini contest et Becky Belair va remporter ce bikini contest. Décidément, elle a le vent en poupe, Becky Belair. Elle a gagné un Brian Petit match contre l'ami Daphné et là, elle remporte un bikini contest qui va avoir le don d'agacer l'ami Jazz qui va voler dans les plumes de Becky Belair, en tout cas verbalement, qui va lui dire attends c'est quoi ces conneries, là t'es en train de te mettre le monde dans la poche, tout le monde est en train de t'acclamer, tout le monde est en train de te donner une réaction, même moi la championne je n'ai pas cette réaction là, ça suffit, ça ne peut plus durer, on a un business toi et moi à finir. Et forcément Becky Belair ça l'arrange, elle lui dit affronte-moi dans un Brian Petit match, tout le monde veut te voir déshabillé et humilié, voilà, et enfin que tu es ce que tu mérites. Et forcément Jazz, voyant qu'elle va pas pouvoir de toute façon affronter Becky Belair dans d'autres circonstances, va accepter le match, un Brian Petit match pour la semaine prochaine. Jazz qui a pas forcément très bien performé, mais qui s'améliore quand même à sa gimmick, et Becky Belair qui certes ne performe pas dans le ring dans des matchs de catch pur et dur, mais qui est très performante dans les bikini contests, très performante dans les Brian Petit matchs, et qui est très performante aussi, vous le voyez, puisque c'est écrit en termes d'interaction avec la foule. Toujours pas. Derrière, Terry Funk et Colt Cabana, comme c'était prévu, affrontent Money Incorporated, nouvelle génération, 2.0 comme on pourrait dire, James Keenan et Tommaso Ciampa, et match plutôt décent avec une réaction la foule sympa, mais voilà, match de catch un petit peu moyen, puisque Colt Cabana, James Keenan, Tommaso Ciampa, puis bon, Terry Funk c'est quand même plus la toute première jeunesse, ça a quand même du mal dans le rythme, mais c'est pas grave, victoire de Terry Funk et de Colt Cabana sur Money Incorporated en 7 minutes 55 quand Colt Cabana va défaire James Keenan via pinfall avec le Colt 4-5, donc 45 hein, en anglais, pleinement établi et clairement dit, et ça permet bien sûr à Colt Cabana d'aller chercher cette opportunité pour le titre, puisque c'est un petit peu ce qu'on lui avait promis. Donc Colt Cabana, si la parole était respectée, va affronter Bobby Roode dans les prochaines semaines pour le titre secondaire de la fédération. Colt Cabana est à 42 de performance in ring, 38 pour Terry Funk, 41 pour Tommaso Ciampa et 29 pour James Keenan. Tommaso Ciampa est en train de ressembler à quelque chose de plus en plus régulièrement. Par contre, la storyline, bien sûr, vous l'imaginez, perd un petit peu de hit, mais c'est pas grave, on saura en gagner dans le futur. Derrière, Paul Heyman rencontre Orange Cassidy. Et oui, le fan avec son petit frère qui s'est fait casser la gueule la semaine dernière et qui s'excuse et qui lui dit voilà, je comprendrais que tu veuilles porter plainte voilà, pour ce qui s'est passé. Et Orange Cassidy dit non, c'est pas grave, c'est un coup de sang, je peux comprendre. C'était peut-être pas le bon moment, j'ai fait une erreur. J'ai vu dans le segment d'ouverture qu'il s'était fait un peu trash talk. J'aurais pas dû aller vers eux, c'était pas le bon moment. Mais voilà, le petit frère il avait envie de l'autographe et tout. Et c'est pas forcément quelque chose qui était bon pour moi à ce moment-là. Et d'ailleurs le petit frère qui se fout de la gueule du grand en lui disant ouais d'ailleurs j'ai tout filmé et tout, et Orange Cassidy voilà, qui lui dit t'inquiète, je vais pas porter plainte à Paul Heyman, voilà, rassure-toi, je vais pas porter plainte. Et Claudio Castagnoli, Amazing Kong et Roddy Piper qui
voilà, vont venir près de Orange Cassidy et du frère d'Orange Cassidy pour passer un bon moment. Voilà, ils vont faire des photos, ils vont faire des autographes et Claudio Castagnoli va même lui, voilà, un petit peu se prendre au jeu avec le gamin, le frère d'Orange Cassidy, en lui disant ah bon t'as fait des photos, machin, tu prends des vidéos, ouais j'ai pris mon frère quand il s'est fait casser la gueule et tout. Ah, ils vont discuter, ça va être sympa et tout. Et d'ailleurs il lui dit j'ai même des vidéos de toi dans les backstage. Claudio Castagnoli, petit frère de Orange Cassidy, qui a pris des vidéos de Claudio Castagnoli dans les backstage. Ah bon. Ouais, ça se finit sur ça. La discussion se poursuit, mais nous on n'en verra pas plus. Quelle vidéo parle-t-il? De quelle vidéo ce jeune frère d'Orange Cassidy nous parle-t-il? On en saura plus, bien sûr, dans les prochaines semaines. Roddy Piper, incroyable. Polyman, incroyable. Orange Cassidy, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Et enfin le main event, Super Dragon contre Samoa Joe. Match exceptionnel, et oui c'est défini comme tel. Bryan Danielson est bien sur la table des commentateurs. Et Super Dragon, qui va défaire Samoa Joe via pinfall complètement clean avec le Burning Hammer en 13 minutes 40, soit plus rapidement que Bryan Danielson. Vous imaginez bien que ce dernier est complètement vert, 76 de rating, Super Dragon est au niveau de Bryan Danielson et a peut-être gagné son opportunité pour mettre les mains sur Bryan Danielson dans les prochaines semaines. 70 de performance globale, c'est plutôt un rating solide, on va pas se le cacher, ça permet d'ailleurs d'améliorer notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. 0.20 de TV rating, et oui, c'est le rating total de dernier AEW Dynamite. On va tout de suite voir de manière plus précise ce qu'il en est. 153 220 pèlerins, on n'avait jamais fait ça. Enfin si, quoique si, puisqu'on l'a fait mieux la semaine dernière, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Par contre, on fait beaucoup plus de pèlerins, hein, presque 7000 pèlerins dans les gradins. Au niveau de la tendance, les gens répondent présents et c'est très très bon pour le business. Ça nous permettra d'ailleurs peut-être d'améliorer voilà, notre popularité, les sizes. On est toujours à 36 dans le Mitsu, j'espère que ça va augmenter. Pareil dans le Northwest et puis Porto Rico, si ça pouvait aussi un petit peu décoller, ça serait pas mal parce qu'on a vraiment besoin de ces 48% d'importance dans les deux régions des États-Unis. On a déjà 53% dans le Midwest, je le rappelle, je le dis, je le répète, j'arrête pas de le marteler, mais c'est très important une fois qu'on aura passé ces 48% d'importance dans deux régions des États-Unis, on pourra signer nos catcheurs de manière exclusive et surtout décrocher des deals TV très importants pour augmenter notre popularité, nos importances de manière assez significative et beaucoup plus rapidement. Et puis surtout, pourquoi pas repasser aussi Dynamite en show TV, ce qui n'est pas le cas puisque je rappelle que pour l'instant, il est en event. Aucune nouvelle croustillante les petits potes sur la dernière semaine écoulée, donc du coup on se retrouve directement dans les backstage du dernier AEW Dynamite de cette vidéo et également dernier AEW Dynamite de ce mois de mars 2007, toujours 100% dans les backstage. En revanche, des incidents à traiter, on va tout de suite voir ce qu'il en est. Reign et Ted DiBiase Senior, on sait de toute façon que c'est la cour des catcheurs. Bingo, Reign a été amené devant la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de serrer la main à un autre performeur. Le juge Ted DiBiase Senior, bien sûr, l'a rendu coupable et sa sentence est de payer à boire pour tout le monde après le show. Elle n'améliore pas son comportement, mais c'est pas grave. La punition de Ted DiBiase Senior, c'est vintage, en plus c'est convivial parce que tout le monde boit des coups avec tout le monde. Allez, je boucle le show de mon côté, on en parle bien sûr juste après, ne bougez pas. Let's go pour le dernier show de la vidéo. En plus, on change d'arène pour la dernière de ce 32e numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling sur TOW 2016, puisque là, nous sommes au EE Hyde Hudson Arena devant 6905 pèlerins. On tutoie presque les 7000 dans l'arène, ce qui est plutôt bon. Peut-être que la semaine prochaine, lors du prochain numéro, on arrivera à les dépasser. En tout cas, j'espère, dans le Midwest. Et nous démarrons avec un superbe opener que j'ai mis en storytelling, note de 68, que quand même, on va pas se le cacher, plutôt correct, un bon début pour le show d'ailleurs, un match qui est défini comme étant bon, avec en plus une grande 8 match, avec d'un côté Super Dragon, et Colt Cabana, et de l'autre Bobby Roode et Bryan Danielson. Et oui, on croise des programmes, allons-y dans un petit match tag team, le fameux théorème de la WWE, et dans un match avec une grande 8 et du bon catch, et bien Super Dragon et Colt Cabana vont défaire Bobby Roode, le champion TNT, et Bryan Danielson en 12 minutes 11 quand Colt Cabana va défaire Bobby Roode via pinfall avec le Colt 455, le Colt 45, que dis-je, excusez-moi, mon anglais est un petit peu approximatif en cette fin de vidéo. Et oui, Colt Cabana qui pin Bobby Roode fair and square, mais ce qu'il faut savoir c'est que Bryan Danielson a refusé tout le long
eh bien, le combat face à Super Dragon et qu'au bout d'un moment, il a décidé de fuir, quitter l'arène puisqu'il ne voulait pas être impliqué physiquement avec Super Dragon, laissant seul Bobby Roode qui malheureusement à 2 contre 1 n'a pas pu faire grand chose malgré la tentative d'intervention régulière de l'ami Ted DiBiase Senior. Performance de 40 pour Colt Cabana, ça augmente tranquillement, Super Dragon est à 70, 78 pour Bryan Danielson et 58 pour Bobby Roode, et toutes les storylines impliquées dans ce segment gagnent de light. Ça y est, on n'est pas trop mauvais. Derrière, Jazz et Becky Bélez qui vont se faire face dans un Brian Putty's match. Ça y est, on règle les comptes une bonne fois pour toutes. Jazz qui voulait impérativement avoir plus de réactions de Becky Bélez parce que c'est la championne, hein, et Becky Bélez qui voulait peut-être un petit peu se venger aussi des petites piques de Jazz qui avait un petit peu joué de son malheur ces dernières semaines où elle se faisait régulièrement humilier. Et là, on règle les comptes une fois pour toutes et dans un match décent. Et ben c'est Jazz qui va défaire Becky Bélez dans un Brian Putty's match en 6 minutes 36. Et oui, on aurait pu penser comme ça, de manière assez prévisible, que Jazz allait perdre, avec le titre en plus qui n'était pas en jeu, mais absolument pas, puisque elle va gagner la championne grâce à l'intervention de Daphné. Et ouais, qui a été déshabillée, vous vous en souvenez, dans un Brian Putty's match il y a quelques semaines par cette même Becky Bélez. Elles se sont peut-être un petit peu parlé, Jazz et Daphné, et elles ont décidé de faire un pacte pour humilier encore un peu plus Becky Bélez. Performance de 42 pour Jazz dans ce match, pas forcément très à l'aise, 74 pour Becky Bélez. Elle manque un petit peu de sex appeal, Jazz. Et ce qui marque, à mon sens, cette victoire un petit peu teintée, marque à mon sens, eh bien, le face turn de l'ami Becky Bélez, qui va turner face. Et oui, bon, Becky Bélez qui démarre sa gimmick de diva et c'est au full, c'est pas bon, c'est pas grave, on la truquera. En revanche, le turn se passe plutôt bien, j'en avais besoin en face. Ça y est, elle turn désormais, même si on va trop travailler la gimmick parce que au full, c'est moyen. C'est vrai qu'elle est partie d'une gimmick de bitch où c'était above average à diva où c'est au full. C'est vrai que ça fait un peu mal au cul, mais on arrivera à la travailler. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait turn et face notre ami Becky Bélez. Oui, je me doute que t'es pas vraiment à l'aise dans ce genre de match. Derrière, Tammy Lynn Stitch est dans le ring et elle interview Kevin Steen et El Generico. Kevin Steen et El Generico, ils ont un momentum de fou. Et là, ils interpellent les champions. Tyler Black, John Moxley. Les gars, c'est quand vous mettez votre titre en jeu contre nous one-on-one. Parce que mine de rien, mine de crayon, on vous a pas trop vu ces dernières semaines. La dernière fois qu'on vous a vu, c'est casser la gueule à un jeune fan dans les backstage parce qu'il voulait une photo et vous, de manière assez immature, vous avez défoncé la gueule de ce pauvre garçon qui avait rien demandé parce que Kevin Nash vous avez un peu trash talk, à juste titre, pas à juste titre, j'en ai rien à foutre. Et donc il challenge quelque part Kevin Steen et El Generico, les champions, The Nest, à un match tag team one-on-one. Sauf que Travis Williams avec Mezanin, accompagné de Maryse, il n'entend pas trop de cette oreille-là parce que Travis Williams avec Mezanin, il reste quand même sur des grosses victoires. Et ouais, 2 matchs tag team remportés face aux Rotten Brothers. Travis Williams a battu en plus Axel Rotten dans un match one-on-one, donc eux aussi, ils prouvent un peu leur point et ils en ont marre d'être une équipe qui passe à côté des matchs de championnat. Ils veulent aussi une opportunité au titre, et comme c'est le leader de la nouvelle génération, et ce soir, ils veulent être récompensés. Et Kevin Steen et Generico leur proposent un match, remettant du même coup leur titre, qui pense être à eux, le titre de challenger numéro 1, en jeu dans ce match-là. Et Paul Heyman va valider cette rencontre là pour tout de suite maintenant. Et oui, ça y est, oui, on va pas perdre de temps. Bon, là, au niveau du segment en lui-même, on a quand même super job de Tammy Lynn Stitch, on a un super job de Travis Hummel, Paul Heyman également, Mike Mezanin. Bon, on sait, c'est pas génial, Kevin Steen, ça n'a pas été très très bon sur ce segment. En revanche, la performance de Travis Hummel, et ça c'est à noter, est excellente. Et oui, là aussi, il est en train de prendre de la prestance et de l'importance, il brille, l'ami Travis Hummel. Est-ce qu'il a brillé dans le match derrière? Ah, 65. Ça fait quand même le taf, ça fait quand même le taf. Match décent, bien sûr, c'est défini comme tel, ça va durer 12 minutes 15. Malheureusement pour Travis Hummel et les Young Wolves, c'est les Face El Jericho qui vont conserver leur statut de challenger numéro 1 après avoir battu cette équipe des Young Wolves en 12 minutes 15 quand Kevin Steen va faire le tomber sur Mike Mezanin via Pifol avec le Go Home Driver en termes d'in-works. Bien sûr, Kevin Steen au-dessus de tout le monde, 67 de performance in-ring, et ouais, c'est quand même énorme. 56 pour El Generico, ça ressemble à quelque chose. Travis Hummel est à 54 et 39 pour Mike Mezanin, qui est pas tant à la traîne que ça, enfin certes toujours à la traîne, mais dans des proportions un petit peu moins descendantes que ces dernières semaines, on va pas se le cacher. El Jericho est toujours challenger numéro 1 et va affronter, vous l'imaginez très rapidement, dans les prochaines semaines, The Nest a un match one-on-one pour les titres par équipe. Et oui. Derrière, Paul Heyman, Claudio Castagnoli, Roddy Piper, Amazing Kong. 63 de rating, que se passe-t-il? Claudio Castagnoli, on le sait, a discuté avec le jeune fan la semaine dernière. Et ouais,
Ah oui, il prend des photos, machin, et apparemment jeune fan avait des vidéos de Claudio Castagnoli de lui dans les backstage. Et il a reçu ces vidéos. Claudio Castagnoli, il est fin fou, mais personne ne sait pourquoi il est fin fou. Mais il a envie de tout casser, il a envie de tout péter, il a envie de mettre les mains sur quelqu'un. Il va dans les backstage, il se dirige vers les backstage, il est retenu par la sécurité Paul Heyman parce qu'on sent que Claudio Castagnoli est quand même vénère. Roddy Piper essaye de le raisonner, Amazing Kong essaye de le retenir. Paul Heyman lui dit t'as un match tout de suite contre une nouvelle acquisition de la l'AEW. Là c'est pas le moment de péter des culs dans les backstage, je sais pas ce qui t'arrive, je sais pas ce que t'as appris, mais c'est pas le moment. Bref, on n'en saura pas plus, mais ce qui est sûr c'est que Claudio Castagnoli part au ring pour le main event en étant très énervé, mais bien sûr, on ne sait pas pourquoi, suspense, et où on tease un petit peu les choses pour les prochaines semaines et les prochains mois, bien sûr, de booking. Allez, sinon c'est plus marrant, et derrière je perds votre attention, c'est quand même pas le bon truc si on veut que cette série se poursuive dans la durée. Et face à lui, il va y avoir Bob Holly, Hardcore Holly. Et oui, de son nom à la WWE, alors ça fait 66, c'est pas forcément le match du siècle, mais ça reste plutôt pas mal quand même. Match avec une fantastique lutte et du descent catch où Claudio Castagnoli va défaire Bob Holly en 14 minutes 38, et oui, avec le Alpamar Waterslide. Et oui, c'est dur à dire ce putain de nom de prise, Alpamar Waterslide. Bref, Claudio Castagnoli remporte donc ce match face à Bob Holly, nouvelle acquisition du côté de la All Elite Wrestling. D'ailleurs, badass gimmick de Bob Holly qui est noté avec Below Average. Roddy Piper toujours super job ringside, et Claudio Castagnoli, Roddy Piper, une excellente chemistry, on le sait. Ils font une très bonne perte tous les deux. Parfait au niveau de ce match. 62 de performance in ring de Claudio Castagnoli, Bob Holly qui est à 47. Victoire de Claudio Castagnoli qui prend du momentum. Mais ce que le plus important, c'est pas ce qui est en train de se passer avec ce fameuse vidéo qui est en train de circuler que le jeune fan lui a envoyé. Est-ce que c'est pas plus important que la prise de momentum face à Bob Holly? Vous allez le voir, les deux vont avoir une importance capitale. 66 de rating. C'est vrai qu'on fait pas un super show pour la fin de cet épisode, mais ça reste quand même plutôt digeste. 66 de rating, on a connu pire. Même si c'est vrai qu'on va pas se cacher de manière générale sur ce show, on n'a pas réussi à faire des ratings extraordinaires. D'ailleurs, on va tout de suite s'en rendre compte puisqu'on va aller voir un petit peu, bien sûr, les TV ratings et ce qui s'est passé au niveau du show history. Vous le voyez, toujours 0.20, 155 710 viewers, presque 7000 pèlerins dans les gradins, mais au niveau des notes globales des shows, là 69 pour le premier show de la vidéo, 71 ensuite, 70, 66. C'était pas un super mois, mais on a fait évoluer, bon, au niveau des notes bien sûr, mais on a fait évoluer les storylines, on a construit des choses, et c'est peut-être quelque part le plus important. Bon, oui, effectivement, pas de nouvelles très croustillantes à part ce rating là, mais ça reste un mois de booking qui, je pense, va amener d'autres choses et qui va nous permettre, allez, de faire ressurgir un nouveau souffle à cette All Elite Wrestling. C'est pas que ça s'essoufflait, mais c'est vrai qu'on a besoin de se renouveler, et là c'est vrai que c'était peut-être le mois un petit peu du renouveau. On a construit des choses, on a semé des graines, et puis surtout on est en train de faire avancer des programmes et en commencer de nouveau. Bon, c'est un éternel recommencement bien sûr, vous le savez, mais quand même, là c'est vrai que ça reste selon moi un mois qui va être très charnière, et je pense que vous allez pouvoir vous en rendre compte très vite dans les prochains épisodes. Et oui les copains, comment se quitter sans au préalable aller faire un tour sur le prestige des titres et la hit des storylines, et puis bien sûr sans aller voir en fin de vidéo le bilan financier de ce fameux mois de mars. Mais avant ça, des petites news quand même à vous communiquer. D'abord une bataille régionale où on finit un petit peu deuxième partout, à part bien sûr à Hawaï où on est premier sur 3. Premier sur 3, pourquoi pas, c'est mieux que deuxième sur 3 ou troisième sur 3, même si on n'était pas beaucoup en concurrence là-bas. Colt Cabana qui a fini donc sa tournée avec la Noah, Christopher Daniels qui a vu la Noah lui proposer un contrat. Alors on peut pas voir l'offre rivale, mais j'imagine que c'est un contrat en handshake, donc une signature un petit peu verbale. El Generico qui lui aussi a eu un contrat par la Noah, un contrat, vous le voyez, lui aussi de paix par apparence, donc en tournée. On va surveiller aussi les availabilities de El Generico ces prochaines semaines, puisque c'est quand même une structure qui est en size national, donc c'est vrai qu'autant vous dire que ça sera la Noah qui sera prioritaire sur les dates et pas nous. Et puis il y a aussi avant ça quand même un pay request de Kevin Steen. On va tout de suite voir ce qu'il en est. Kevin Steen payé 1400 par apparence, il demande 2100.
je vais lui donner une full pay rise parce que le mec a vraiment beaucoup progressé et je pense qu'il le mérite. Un petit tour vers le bilan financier où on a fait 139 682 $, donc de bénéfices, qui est quand même plutôt pas mal, malgré le fait qu'on ait donné plus de 60 000 $, ou presque 60 000 $, donc pour traiter les moral issues. Vous voyez, on a fait quand même quelque chose de plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on aurait fait plus de 200 000 $ de bénéfices si on n'avait pas traité ces moral issues, qui est quand même plutôt pas mal. 475 000 $ de tickets vendus, de TV revenus qui sont un petit peu moindres que le mois passé parce qu'on a fait un show de moins. Les sponsors nous donnent un petit peu plus ce mois-ci, c'est bien, c'est plutôt sympathique. Au niveau de la marchandise, on a explosé, plus de 8 000 $ de plus que la semaine dernière, enfin que le mois dernier et le mois encore d'avant. On a 136 000 $ de coûts de worker, ce qui est beaucoup moins important que le mois d'avant, mais bon, il y a les 5 shows. Et puis bon, bah le mois d'avant encore, janvier, on fait quand même une économie de quelques dollars. C'est normal puisqu'on a pas mal construit les choses ce mois-ci. Au niveau du coût des shows, bah forcément on a pris cher. Au niveau de la production, on a pris cher. Au niveau du MISC, on prend cher. Au niveau des taxes, on prend cher puisque forcément on a fait un bien plus gros bénéfice qu'au mois de février. Avant de se quitter, le prestige, donc des titres et la hit des storylines. Daniel So Dragon, on était à 68. Dark Angel, on était à 72. Moneyman, on était à 55. On va essayer de faire évoluer tout ça dans le bon sens, bien sûr. Et puis, prestige des titres, allons-y. Pour terminer, 65 de prestige pour le titre féminin, 100 pour le titre donc de champion du monde détenu par Kevin Nash. Pour le titre par équipe détenu par Tyler Black et John Moxley, on est à 100. Et pour le titre TNT, on est à 75. On va essayer de faire remonter aussi la note globale du prestige de ce titre secondaire détenu par Bobby Roode, qui je trouve nous fait quand même du très bon travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, bah bien évidemment, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Vous connaissez les bails désormais, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et pourquoi pas d'agrandir cette belle communauté sur la chaîne Vico Hams. J'espère que bien sûr cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites cela et bien sûr on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de TOW ou de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye et à la prochaine.